les gens se mettent debout. C'est ce qu'on appelle une règle implicite. Donc elle a observé et elle fait comme tout le monde. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est que progressivement, on va faire sortir toutes les personnes qui étaient donc complices de l'expérience jusqu'à ce qu'elles se retrouvent, elles, toutes seules dans la salle. Et là, on va observer pour voir ce qui se passe. Voilà, donc là, on l'a bien conditionné quand même. Ça se remet à biper, personne ne la regarde, il n'y a personne, hein, et ça bip. Et qu'est-ce qu'elle va le faire? Eh bien, je vous le donne en 1000. Elle s'est levée. Elle est donc maintenant dans ce qu'on appelle le conformisme social, même sans observation. Là où ça se corse, je vous rappelle qu'elle ne sait pas pourquoi, hein. Là où ça se corse, c'est quand de nouvelles personnes arrivent dans la salle et qu'elle est donc la seule héritière de cette règle implicite. Et donc ça bip encore. Que fait-elle face à cette nouvelle personne? Mais surtout, comment réagit-elle quand cette nouvelle personne lui dit « Mais pourquoi faites-vous ça ?» Qui est quand même une très bonne question, hein. Et là, attention, on va voir ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas que le Covid qui est contagieux, hein. Et donc, elle est en train d'apprendre une règle qui n'avait absolument aucun sens pour elle au départ, hein, je vous le rappelle, à un nouveau groupe qui rentre. Et elle a un pouvoir extrêmement fort de leadership à ce moment-là, on peut quand même le lui reconnaître. Parce que vous allez voir que progressivement, eh bien, elle entraîne derrière elle tout un groupe. Alors, je pense que là, on va pouvoir s'arrêter là pour la vidéo, parce que je crois que l'histoire est dite, hein. Donc là, on est vraiment sur comment une règle qui n'a aucun sens s'établit par conformisme dans un groupe et comment chacun d'entre nous. Pourquoi on le fait, ça? Ben, c'est aussi pour réduire une forme de dissonance, un inconfort, à ne pas être conforme au groupe, à ne pas être exactement comme ce que font les autres. Donc ça, déjà, il faut en être conscient, hein. Quand on arrive, il faut une sacrée dose de, on va dire, de lucidité pour ne pas se couler dans des comportements que l'on observe et qu'on reprend. Ça va très très vite. Dans les hôpitaux, ce qu'on observe très rapidement, alors vous, dans les semestres, je ne sais pas, mais moi, ce que je vois très vite, c'est en moins de 2 jours, les internes savent où ne pas s'asseoir dans la salle de staff. J'aurais bien aimé que vous riez ici, ça doit être pareil pour vous, mais bon, tant pis. Il y a plein de choses aussi comme ça, qui doit prendre la parole en premier. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de règles qu'on ne questionne pas. Néanmoins, si vous êtes dans la salle aujourd'hui, je vais essayer de réussir à passer au suivant, c'est peut-être parce que vous vous êtes déjà intéressé à la question du changement. Et donc, il y a 2 possibilités. Soit vous êtes dans une situation où c'est consciemment inconfortable, voire insupportable. C'est-à-dire que vous êtes assis sur un cactus et que ça pique, vous en avez marre, vous voulez que les choses changent, ça vous dérange, la façon de faire des services dans lesquels vous êtes, hein, où vous vous sentez très à l'étroit. Ou bien, autre possibilité, non, j'ai toujours pas compris comment ça marchait, ça. Autre possibilité, vous êtes vraiment porté, habité, motivé par changer les façons de faire dans les hôpitaux, parce que pour vous, la dimension humaine doit être au cœur des soins, et ça vous porte tellement que ça vous emmène. Ça vous fait sortir de vous-même, ça vous booste. Alors, là, on voit comment la prise de conscience... Je vais peut-être finir par y arriver. Voilà. La prise de conscience, être convaincu de la nécessité du changement, c'est l'étape numéro 1. Alors, vous voyez que cette prise de conscience, elle est importante pour déclencher le changement, mais qu'il faut aussi accepter une certaine prise de risque. D'ailleurs, on observe souvent, hein, dans les hôpitaux ceux qui avancent. Alors, ce qui m'amène, moi, à vous parler de tout ça avant tout, c'est que j'ai un parcours de changement personnel, bien sûr. Hein, je ne me permettrais pas de prendre la parole si je ne l'avais pas expérimenté. Alors j'ai été, je dirais peut-être un peu un Jedi dans le monde de l'entreprise. J'ai voulu encourager certains changements humains et puis je me suis cassé les dents. Alors je suis sortie de l'entreprise. J'ai quand même tenté, j'ai fait beaucoup de marketing, j'ai tenté les RH, je suis passée côté coaching. Et puis finalement, j'ai repris un cursus de psychologie pour arriver dans votre monde en tant que psychologue à l'hôpital d'Avicenne. Et depuis que j'y suis, j'essaye encore de mettre l'humain au cœur des pratiques. Alors, en pratique, ensuite, comment on fait pour faire changer les choses? Parce que, je ne sais pas si vous avez la même impression que moi parfois, mais on a un peu l'impression d'être
quelque part sur ce bateau, alors chacun vous mettrez où vous voulez, mais en tout cas, moi je me dis parfois, faire changer l'hôpital, c'est comme vouloir faire braquer un paquebot. Et tout le monde sait que c'est pas facile, même quand il y a un iceberg en face. Hein, il y en a qui ont raté leur virage là-dessus. Et ben, le monde hospitalier, il est aussi difficile à faire évoluer parce qu'on peut rapidement se laisser impressionner par la somme des choses à changer. Alors on pourrait les lister ensemble, hein, j'en ai listé quelques-unes, mais peut-être que vous en avez d'autres. C'est donc tous les facteurs externes comme les réductions budgétaires, le manque de personnel, je ne sais pas combien de pourcentage de lits sont fermés chez vous, hein, les difficultés inhérentes à l'organisation du travail, un fonctionnement très hiérarchique. Alors tous ces freins-là que je suis en train de vous citer, c'est ceux qu'on appelle les freins externes, c'est-à-dire c'est tous ceux sur lesquels on n'a pas de prise. Donc forcément, quand on les regarde, on se sent un petit peu en difficulté parce qu'on se dit que jamais on va pouvoir réussir à faire changer quoi que ce soit. Finalement, si on veut faire bouger les choses dans le monde professionnel et aussi à l'hôpital, on n'a qu'une seule option, c'est de commencer par soi. Vous vous souvenez ça? Joli, c'est ça. Tout changement commence par soi. Alors, ça commence par soi, et en ce moment, il se passe aussi des choses qui peuvent nous aider à appuyer. Vous savez que la révolution humaine est en marche aussi en entreprise, hein, puisque je vous ai dit que j'étais maintenant psychologue à l'hôpital, mais je continue à travailler en entreprise. J'ai d'ailleurs 2 charmantes collègues dans la salle qui sont coachs avec moi, et on accompagne les changements, les transformations aussi dans les entreprises. Alors, on va parler de beaucoup de choses. On est entré dans l'ère du digital, on est dans des environnements VUCA. Vous connaissez cet acronyme ? Alors, je vous le dis, ça fait très classe en soirée, hein, volatile, incertain, complexe, ambigu. Et dans ces environnements-là, on a des générations Y qui ne veulent plus travailler avec des X. Et il faut complètement faire évoluer les méthodes de management parce que sinon, on n'arrive plus à travailler ensemble, encore plus avec l'aide du Covid qui a complètement changé la donne. Alors, ceci dit, faire changer les choses, je vous l'ai dit, ça commence par soi. Donc, être intimement convaincu qu'on a envie de faire changer les choses, c'est super. La deuxième, c'est de se sentir capable et de trouver le bon moment. Mais là, je ne vous ai pas tout dit, parce que si certains d'entre vous ont déjà cherché à arrêter de fumer, peut-être que vous avez en tête qu'il ne suffit pas de tout ça pour y arriver. Alors, si on veut changer, il va falloir un petit peu d'introspection personnelle, qu'on appelle aussi la prise de recul, pour essayer d'identifier ce qui peut à la fois être des freins, qu'est-ce qui nous empêche de changer. Et double bingo, une fois qu'on les a trouvés, les freins deviennent des moteurs, puisqu'on sait exactement sur quoi on peut appuyer. Donc je vais partager avec vous ces 4 types de freins au changement, qui sont les mêmes dans tous les environnements, mais qui bien sûr, on va voir dans la pratique, peuvent se décliner un peu différemment. Alors le premier que vous voyez en haut à gauche, c'est celui qu'on appelle l'impuissance acquise. Vous connaissez peut-être cette métaphore de l'éléphant. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, c'est un peu comme l'image que vous voyez là. On voit un énorme éléphant dans un cirque qui est accroché à un tout petit pieu avec une toute petite ficelle. Donc, quand on connaît la force du mastodonte, eh bien, on ne comprend pas très bien pourquoi il reste attaché à ce pieu, parce qu'il lui suffit d'un mouvement pour enlever le pieu après lui. Et en fait, quand on regarde un peu de plus près ce qui s'est passé, c'est un éléphant qui est dans ce cirque depuis qu'il est éléphanto. Et donc, quand il était tout petit éléphant et qu'on l'a accroché à ce pieu, eh bien, il a cherché à partir, mais à ce moment-là, il n'a pas réussi. Et en fait, il a appris qu'il ne pouvait pas bouger. Un peu comme la vidéo du départ. Il y a des choses, on garde en nous un certain nombre de croyances sur des choses dont on n'est pas capable. Donc ça, c'est la première étape, parce que vous l'aurez deviné, vous aussi, vous êtes attaché à un certain nombre de pieux que vous n'avez pas identifiés, qu'il suffirait d'aller bouger, mais il va falloir les trouver. Et ces pieux, c'est souvent des difficultés passées, des choses que vous n'avez pas dépassées une première fois et que vous n'avez pas cherché à redépasser une deuxième fois. Donc, prendre conscience de ça, c'est déjà se mettre dans l'action, arrêter de se dire « je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable ». Deuxièmement, il va falloir être très au clair sur le fait que changer, ça va avoir un impact, ça va vous remuer. Alors, prenons une situation anodine. Par exemple, Martin, quelqu'un que j'ai croisé. Alors, Martin est un interne, il est féru de recherche dans son domaine, donc il est très au point sur toutes les parutions. Et d'ailleurs, sa curiosité fait qu'il est à la pointe sur les nouvelles pratiques de prise en charge d'une certaine pathologie que je ne vais pas citer.
Et c'est aussi quelqu'un qui est très facteur humain, d'accord? Donc lui, ce qu'il aime, c'est écouter les patients, accorder plus de poids à ce qu'on appelle la phénoménologie, leur ressenti. C'est vraiment un peu son dada. Et il constate que dans le service où il effectue son 6e semestre, eh bien, il y a des pratiques qui sont à la fois en opposition avec ses lectures, mais aussi le bien-être des patients, et que ça augmente le risque d'erreur. Donc Martin est convaincu que son rôle, c'est d'amener la discussion pour faire évoluer les pratiques. Ça, c'est Martin avec Martin, lui tout seul. Seulement, Martin sait aussi qu'un poste de clinica pourrait lui être proposé dans cet hôpital qui a une très bonne réputation, et que le chef de service est particulièrement autoritaire. Et en staff, au moment de la discussion sur le sujet qui lui tient à cœur, il a tout préparé, mais il se tait. Il évite. Alors, avant de juger, je voudrais qu'on réfléchisse avec bienveillance et qu'on identifie comment aider Martin, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc, le comportement de Martin, vous voyez, c'est ce qu'il y a en bas dans ce schéma, c'est la réaction, hein, c'est ce qu'on observe. Martin, quand il s'est retrouvé face au chef dans le staff, donc la situation externe, hein, c'est le staff, l'individu, c'est Martin, il a ressenti quelques émotions, hein, même un cocktail d'émotions, qui sont bien sûr en lien avec un certain nombre de pensées. Vous vous souvenez, comme on l'a vu hein, pour l'éléphant, des pensées qui sont issues de son apprentissage, des choses qu'il a entendues. Alors, je vous donne quelques idées. Hein, ça peut être un interne ne doit pas contester un chef. Si tu prends la parole, tu n'auras pas ton clinica. Enfin, tout un tas d'idées qu'on peut avoir comme ça, qui vont aller déclencher une série d'émotions avec un sentiment d'impuissance, de frustration, voire peut-être il peut avoir peur de s'emporter. Peut-être qu'il peut se dire, si je prends la parole et qu'on réagit mal, comment je vais réagir? Enfin, on peut imaginer toutes les émotions qu'il peut y avoir. Et donc, à ce moment-là, dans cette boucle émotion-pensée, qui est totalement sous le niveau de la mer, hein, invisible, qui se passe uniquement dans la tête de Martin, eh bien, il y a une chaîne de réactions neurosynaptiques qui vont aller entraîner un coupe-circuit, que vous connaissez sûrement mieux que moi. Vous savez qu'il y a 2 circuits. Hein. Les émotions, elles sont très utiles. Au quotidien, elles font d'ailleurs partie de toutes vos décisions. Et donc, il y a des afférences et des efférences permanentes avec le cortex frontal. Sauf que quand il y a un certain niveau d'émotion coupé, c'est l'amygdale qui prend le relais. Et donc, circuit court avec une augmentation donc, de tout ce qui va entraîner le système sympathique. Tout à coup, Martin va avoir chaud. Enfin bon, je vous les laisse, vous les connaissez bien mieux que moi, hein, les activations sympathiques. Bref, il va être en mode survie. Et le fait de ne pas prendre la parole à ce moment-là, c'est donc une réaction automatique qui lui sauve la vie à très très court terme. C'est-à-dire que ça lui permet de retrouver son homéostasie. Ça lui permet de retrouver un fonctionnement normal. Donc là, Martin est en mode réaction. Il n'est plus du tout en lien avec son objectif de faire changer les pratiques. Hein, c'est donc ça, la place que vont prendre les émotions dans le quotidien, c'est qu'elles vont à un moment devenir prendre les rênes, diriger vos comportements et vos réactions. Et le seul moyen de faire changer ça, c'est d'être au clair et d'être conscient de quelles émotions, de quelles pensées on peut avoir, parce que sinon, c'est comme des bretelles qui vous empêchent d'avancer alors que vous avez prévu de le faire. Donc, être en contrôle, c'est a priori être capable de mieux comprendre et de mieux connaître ses émotions. La bonne nouvelle quand même, c'est que la peur est soluble dans l'action. Donc le plus grand frein, hein, c'est d'avoir peur d'y aller. Et une fois que vous y êtes, normalement, ça va beaucoup mieux. C'est le cas pour Martin, il a finalement osé parler. Alors maintenant, je voudrais vous proposer de passer à un autre frein. Je ne sais pas si vous avez des papiers et des crayons accessibles. Non? Tout le monde est venu sans rien? Alors pour ceux qui ont des papiers et crayons à faire l'expérience, donc je vous laisse les sortir. C'est pas très long. Donc vous allez regarder vos petits camarades qui ont un papier et un crayon. Alors je commence la dictée. C'est bon? C'est bien, ça fait un petit peu d'agitation. Ça agite les neurones en même temps. Alors, je voudrais que pour ceux qui ont pu prendre un papier et un crayon, vous écriviez le mot « humain ». Voilà, pas très difficile. Assez rapide, normalement. Et puis, vous signez votre signature. Donc, humain, ça doit être pareil pour tout le monde, et la signature, ça doit être chacun la sienne. Hein, c'est le jeu. Ça va? C'est bon? Alors maintenant, deuxième étape, je voudrais que vous recommenciez, mais en changeant de main. Alors, si vous êtes droitier, vous écrivez avec la main gauche. Si vous êtes gaucher, vous écrivez avec la main droite.
Ah, c'est bizarre, ça a l'air de prendre un peu plus de temps. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça ressemble? Dites-moi. Qui veut me dire, c'est comment? C'est quoi la différence entre les deux? C'est pareil? C'est pas pareil? C'est pas pareil? Mince alors. Souvent, c'est le même mot et la même signature normalement. Vas-y, dis-moi. C'est comment? C'est moche. La deuxième, c'est moche. Bon, alors, ce qui s'est passé là, c'est que la première fois que je vous l'ai demandé, on était dans typiquement ce qu'on appelle une habitude, ce que vous savez écrire depuis assez longtemps. Et donc, en pensée automatique, eh bien, ce que vous avez fait, ça vous a pris 0 énergie. Vous avez à peine dû y penser, parce que le mot humain, vous savez l'écrire, la signature, vous la connaissez. Donc c'est simple, c'est sans effort et c'est un résultat immédiat. Nanosecondes, conduction saltatoire dans le cerveau, on ne prend pas d'énergie pour ça, c'est super. Par contre, quand je vous ai demandé la deuxième fois de réécrire et de changer de main, eh bien en fait, je vous ai demandé de changer vos habitudes. Et donc changer vos habitudes, ça a nécessité un effort. Et un effort double, parce que d'abord, vous avez dû réfréner votre envie automatique d'écrire avec votre première main. Donc à chaque fois qu'on veut faire quelque chose de nouveau, ben, il faut être conscient de ça, ça va nous bouffer une putain d'énergie. Ça va nous prendre de l'effort. Et donc, il faut déjà être en forme pour pouvoir changer les choses. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il va falloir être bienveillant avec vous-même parce que la première fois que vous allez faire quelque chose de différent, vous n'allez pas avoir le niveau de maîtrise, le niveau de seniorité et de classe, on va dire, de ce que vous faisiez avant. Donc, si on s'en tient au résultat, on arrête tout de suite. Alors, il y a quand même quelques bonnes raisons d'espérer, c'est que je ne le vous souhaite pas, mais si vous avez momentanément besoin d'utiliser la main qui n'est pas votre main préférée, ben vous allez voir que vous allez progresser très vite. Donc, c'est vraiment juste la première fois qui est la plus désagréable. Voilà, donc ça, c'est être conscient de, on l'a vu là, il y a les pensées, il y a les émotions, et puis il y a les habitudes, qui sont des grands atouts, mais qui peuvent aussi être des freins particulièrement importants quand on a envie de changer quelque chose. Alors, pour lutter contre ça et contre le poids des habitudes, pour combattre la paresse cognitive, il faut viser haut, mais il faut commencer par des petits pas. Donc ça, c'est la dernière possibilité, mais il y en a encore une. Alors, qu'est-ce qui peut encore être compliqué quand on veut changer? C'est nos relations au monde. Vous savez qu'on n'est pas tout seul. Et puis, en travaillant, vous, dans les services, on n'est pas tout seul. Et quand on met en place un changement, ça a un impact sur les personnes avec qui on travaille. C'est ce qu'on appelle la dimension systémique. Nous sommes des systèmes connectés. Je vais vous raconter l'histoire de Jacques, par exemple. Jacques, c'est un chef de service qui a 60 ans. Il est assez fier de sa carrière et du service qu'il a construit et dirigé d'une main de fer. Ça fait partie de ces bons chefs de service. Il a su écarter toutes les menaces, les différentes organisations. Il a même gagné 8 lits dans son service, donc il était plutôt pas mal. Reconnu comme un excellent clinicien, chaque jour, il puise dans sa science, son expérience pour prendre en charge de façon adaptée les malades de son service. Et tout passe par lui. C'est quelqu'un qui dirige de manière centralisée. On pourrait dire que c'est un leader assez autoritaire. Seulement, depuis cet été, parce que bon, quand même, crise Covid, ça a été difficile, il est fatigué, limite surmené, et il n'a plus l'endurance qu'il avait avant. Et donc, il se décide à envisager sa succession. Alors pour ça, il décide de déléguer à une personne de son service en qui il croit beaucoup et avec qui il travaille déjà depuis des années. Donc il travaille comment avec cette personne? Je vous l'ai dit, lui en mode très « je décide, tu exécutes ». Et que se passe-t-il? Il est déçu. Alors il est déçu parce que son poulain n'agit pas selon ses attentes. Il s'attendait à le voir embrasser l'action et il le découvre démuni et interrogatif. Pourquoi? Parce qu'il l'a habitué à tout faire avant. Donc là, dans cette période de transition, ce à quoi il faut être très vigilant, c'est à quand même tenir le cap, parce que sinon, s'il se met à reprendre le drive, il va toujours, lui, se mettre dans le rouge, et puis il ne va pas aider son poulain à changer également de comportement. Donc il faut avoir conscience que nos comportements entraînent aussi des demandes de comportement chez les autres, et il faut parfois leur laisser le temps de les gérer. Parce que donc ce comportement, qui a une conséquence sur l'entourage, il peut aussi générer de la résistance. Donc se préparer à la résistance du système, accepter l'inconfort de la transition et puis surtout continuer à encourager le passage à une nouvelle dimension.
Donc gardons ça en tête à chaque fois qu'on veut changer. On ne peut pas changer seul. Il faut pouvoir regarder autour de soi pour savoir aussi avec qui on va changer. Et puis souvent on se sent seul et impuissant, mais c'est vraiment le premier pas qui est le plus difficile, la première roue de bicyclette. La deuxième déjà est beaucoup plus simple. Alors en conclusion, au-delà des 4 freins là, que je viens d'évoquer, et qui sont, je vous le rappelle, avant tout à dépasser par de la prise de recul et de l'introspection, je voudrais vous dire aussi que j'ai un peu d'espoir, et c'est surtout grâce à vous. Parce que pour changer une organisation, il ne faut pas obligatoirement que tout le monde change. Il faut atteindre le tipping point, un point de bascule qui se situe autour de 10%. Et donc c'est souvent d'aller identifier quels sont les audacieux, les plus motivés, et se mettre ensemble qui va vraiment permettre de faire changer les choses. Donc, malgré une organisation qui reste hiérarchique, votre présence, le fait que vous alliez de service en service, c'est indispensable pour faire évoluer les choses. Et le changement, il vous appartient et c'est vous qui allez entraîner même ceux qui étaient là avant vous. Voilà.